Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Jean-Pierre Sueur, normalien, agrégé de lettres modernes, ancien maire d'Orléans, député et sénateur du Loiret. Il publie Une journée singulière, autopsie politique, c'est chez Odile Jacob. Oui, Jean-Pierre Sueur a une longue carrière politique déjà derrière lui, sans oublier qu'elle a été secrétaire d'État aux collectivités locales dans 2 gouvernements de François Mitterrand. Alors l'âge venant, peut-être on se retourne sur sa vie, sur la signification des choses, d'où lui vient l'idée de parler d'autopsie politique, à la lumière d'un essai intitulé Une journée singulière qui est censé se dérouler il y a 20 ans quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il développe le concept de démocratie molle, engluée que nous sommes dans la concertation ou l'excès de concertation et l'illisibilité de l'action et des financements publics. Y a-t-il des leçons à tirer pour que l'État régalien et l'État en général qui est en quête d'économie cesse d'être un ordre mendiant, c'est une expression aussi de sa part, et assume enfin ses missions? C'est une question qu'on va lui poser. Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Sachant que vous avez fait combien de discours sur Jeanne d'Arc? 60 Beaucoup, oui. 60 discours sur Jeanne d'Arc. À peu près, oui. Pour dire quoi? Pour dire que Jeanne d'Arc est irrécupérable. Vous voyez à quoi je fais allusion? Il y a 2 sens au mot. Oui, on ne peut pas la récupérer comme cela a été fait, honteusement d'ailleurs, par le Front National, pour défendre des idées, notamment des idées xénophobes, qui sont à l'inverse de ce que pensait Jeanne d'Arc. Elle a quand même bouté les Anglais. Oui, mais vous savez que dans l'armée de Jeanne d'Arc, il n'y avait pas que des Français. Il y avait des Piémontais, il y avait des Espagnols, et il y avait surtout des archers écossais qui n'aimaient pas les Anglais et qui ont beaucoup aidé Jeanne d'Arc. Donc, quand on dit ça, d'ailleurs, à certains qui essaient d'embaucher Jeanne d'Arc pour la lutte anti-immigrée, ça ne leur plaît pas beaucoup. Donc, j'ai toujours défendu une vision de Jeanne d'Arc qui est celle de Jaurès, de Péguy. Vous voyez, je cite mes sur lequel vous avez écrit. J'ai écrit beaucoup sur Charles Péguy, qui est né à Orléans et qui est un immense écrivain trop méconnu. Jean-Pierre Sueur, quand François Bayrou parle de submersion migratoire, vous estimez qu'on est toujours dans le registre du récupérable et de l'irrécupérable? Je pense que c'est une faute, qu'il a eu tort de dire cela, parce que, vous voyez, j'habite à Orléans, dans un quartier qui s'appelle La Source, un quartier neuf qui a été fait par l'un de mes prédécesseurs à la mairie, Roger Secrétin, qui en a profité pour installer une université, le CNRS, le BRGM, les chèques postaux, etc. Donc un grand développement. Et il y a 72 nationalités. Je dis que c'est une richesse. Je dis que la présence de personnes venues de tous les horizons, c'est pas un inconvénient, un problème, comme dit toujours Monsieur Retailleau, que c'est aussi une chance, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et parce que, avec l'évolution du monde, il ne faut pas croire que les migrations vont s'arrêter. Il y aura de plus en plus de migrations pour des tas de raisons, y compris des raisons écologiques. Donc, ce problème, l'immigration, il faut le traiter. C'est-à-dire que c'est vrai que... Mais si c'est une richesse, il n'y a plus de problème. Michel Rocard avait dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Mais on oublie souvent le reste de la phrase. Elle doit faire le maximum. Ça, Michel Rocard le disait aussi. Donc, il faut une politique responsable. Mais en même temps, il faut garder le souci de l'accueil, de l'intégration. Et c'est un sujet, l'immigration, qu'il faut... C'est dans mon dernier discours au Sénat, qui a été très applaudi, finalement, c'était mon dernier. Eh bien, j'ai dit, il y a des questions comme l'immigration qu'il faut traiter plutôt que de les exploiter, de les brandir toutes les 5 minutes dans le discours politique. Mais pourquoi, Jean-Pierre Sueur, si c'est une richesse par principe, et si l'échange donc entre les cultures est une richesse, ou si on suppose qu'il y a un échange fertile, pourquoi aujourd'hui a-t-on un Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir, quasiment? Peut-être parce que les partis républicains, les partis qui font partie de notre culture républicaine, n'ont pas suffisamment prêté attention à un certain nombre de réalités, à la vie concrète des gens, voyez-vous. Et moi, je dis clairement que il faut reconquérir ceux qui votent pour le Front National ou le Rassemblement National, même si celui-ci essaie de faire les yeux doux, d'être plus calme, plus présentable. Il y a quand même une idéologie
qui est foncièrement fondé sur la xénophobie, le refus de l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui est terrifiant. Enfin, je le dis, je le redis, dans ce département du Loiret où j'ai été élu pendant 42 ans et où je vois certains scores du Front National dans des villages où il y a 0 immigrés, 0 insécurité, et qui me font bondir. Je me dis, mais enfin, les maires me disent d'ailleurs, un village de 300 habitants, monsieur le maire connaît tout le monde. Il se dit comment peut-il y avoir 40%, 50% de gens qui votent pour le RN. Alors maintenant, peut-être, il y a le narcotrafic qui se développe dans des campagnes qui en étaient avant préservées. Si vous voulez, je crois que il faut, nous, je pense, les socialistes, je suis socialiste rocardien, je tiens aux deux termes, parce que pour moi, vous savez, quand j'ai été élu député, j'ai eu le bonheur d'être soutenu par Pierre Mendès France. Pour moi, des gens comme Pierre Mendès France, comme Michel Rocard, comme Jacques Delors, comme Pierre Bérégovoy, dont j'ai été le ministre, sont sur le bon chemin. Mitterrand, bien sûr, aussi. C'est-à-dire une conception de la société qui est ouverte. Le marché est nécessaire. Simplement, le marché est myope. Il faut que l'État soit là pour donner le chemin, pour aussi veiller aux solidarités. Vous voyez, je ne crois pas que l'équilibre atteint par le marché à un moment déterminé crée l'optimum pour la situation optimale pour la société. Tout ça, ce sont des choix de société très importants, et j'espère que les socialistes en particulier pourront retrouver ce chemin. Ils prennent, je crois, le bon chemin actuellement, je tiens à le dire. Alors justement, je voulais avoir votre analyse sur cette question-là. Vous y venez de vous-même. J'y viens de moi-même, en ayant refusé de participer à ces 2 motions de censure, parce qu'ils ont négocié et ils ont obtenu des choses positives pour la vie quotidienne des Français, et donc cela doit être salué. Et je crois que dans la situation où nous sommes, vous savez, on a vécu longtemps dans le schéma suivant. On élit un président de la République, et puis quelques jours après, quelques semaines après, on élit une majorité absolue qui va soutenir le président de la République. Ça a valu pour De Gaulle, pour Pompidou, pour Giscard, pour Mitterrand, pour Chirac, pour Sarkozy, pour Hollande et pour Macron. Vous voyez, je suis dans l'ordre. Et puis voilà que maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus de majorité absolue. Et je crois que, surtout si on met la proportionnelle, il y aura de moins en moins de majorité absolue. Comment ? Vous êtes hostile ? Non, je suis pas hostile à la proportionnelle. La proportionnelle permet à chaque parti de se présenter tel qu'il est sans être dépendant d'autres partis. Donc c'est quelque chose, c'est un mode de scrutin qui est juste. Simplement, si on met en œuvre la proportionnelle, il y aura de moins en moins de chances d'avoir une majorité absolue. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe, c'est qu'il y a une culture du compromis, comme au Parlement européen. Et je dis que le compromis n'est pas négatif dès lors qu'il n'est pas une compromission, qu'on garde les valeurs, les convictions essentielles de ceux qui vont passer un accord pour gouverner avec d'autres. Jean-Pierre Sueur, est-ce que vous estimez donc que le PS aujourd'hui a coupé le cordon avec LFI ? Alors, je considère qu'il y a de grandes différences sur des sujets absolument essentiels et qu'on ne doit pas les masquer. Et qu'on ne les a pas masqués puisque l'on a choisi notre chemin qui a été un chemin de responsabilité. Le Parti socialiste est un parti de gouvernement, il doit le rester, et en même temps il est dans l'opposition parce qu'il a des valeurs de gauche et il doit aussi le rester. Sans s'attarder sur la politique politicienne, est-ce que vous voyez émerger des figures qui représenteraient, on imagine que François Hollande a peut-être un dessein derrière tout ça, mais des figures qui pourraient représenter cette gauche réformiste à laquelle vous avez adhéré? Écoutez, il y a beaucoup de figures. Vous avez cité François Hollande. J'aimerais beaucoup que le Parti socialiste, comme on l'avait fait lors des assises du socialisme, c'était en 1974 par là, il y a donc longtemps, il y avait le PSU, et il y avait des militants associatifs, syndicaux avec Jacques Delors,
Et on avait décidé, et le Parti socialiste. Et le Parti socialiste s'était ouvert pour faire un grand parti socialiste qui a finalement mené à la victoire. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que le Parti socialiste s'ouvre à Raphaël Glucksmann, qui a fait une remarquable campagne européenne en montrant que quand on se battait sur nos valeurs, on gagnait. Parce qu'il a fait un bon score. Il était le premier de toute la gauche. Et d'autre part, Bernard Cazeneuve, qui est un ami, qui, lui, était hostile à cette union avec LFI, mais qui porte aussi des valeurs, qui porte aussi un caractère d'homme d'État. Je souhaiterais que tout cela participe à notre mouvement par un système d'ouverture, une volonté d'ouverture qui me paraît nécessaire aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il faut, pardonner cette expression, et rapidement, parce que je voudrais aborder aussi d'autres éléments, est-ce qu'il faut que la vieille garde revienne un petit peu dans le jeu et qu'on cesse un peu le jeunisme en politique avec des figures qui arrivent comme ça et qui repartent peut-être aussi vite qu'elles sont arrivées? Absolument. Vous avez raison. Voilà. Il faut transcender la guerre des générations, ça n'a pas beaucoup de sens. Démocratie molle, vous en parlez à la lumière de cette journée singulière qui raconte en fait la vie d'un préfet. Alors on lira les éléments où on essaiera de voir aussi qui est qui et comment reconnaître les personnes dont vous ne racontez pas l'histoire, puisque c'est censé se dérouler sous Nicolas Sarkozy. Donc c'est une histoire à la fois fictive et réelle. Mais l'idée, je voudrais vous faire parler de cette idée de démocratie molle que j'ai mentionnée dans l'introduction de cette émission. Quelle définition donnez-vous à cette réalité, vous qui avez exercé des mandats locaux pendant si longtemps, et puis des mandats nationaux aussi, comme Écoutez, le Sénat et la députation? La décentralisation a été une grande chose. Et j'ai volontairement placé ce livre dans une période assez lointaine, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Pourquoi? Pour monter des choses qui sont permanentes. Par exemple, des préfets qui ont lu mon livre m'ont dit « mais c'est extraordinaire, vous dites la vérité d'aujourd'hui ». Et la vérité d'aujourd'hui, eh bien, elle rejoint beaucoup ce que disent bien des dirigeants. Par exemple, François Bayrou l'a redit, après Michel Barnier, tout le monde, après François Barnier. Michel Barnier, je ne me trompais pas. François Bayrou et Michel Barnier. Bon, ils l'ont dit, si vous voulez. Je raconte l'histoire d'un secrétaire général d'une préfecture. Il se rend compte qu'il doit présider environ 150 commissions régulièrement. Il passe sa vie dans des commissions. Et on a créé tellement de commissions qu'on finit par ne plus s'y retrouver. Et c'est vrai qu'il y a une pesanteur dans tout cela qui finit par faire qu'on ne sait plus qui fait quoi. Or, la décentralisation, c'est la séparation des pouvoirs. On dit qui fait quoi. L'État ne fait pas tout, mais il fait ce pourquoi il existe, tout ce qui est régalien. Et on dit clairement ce que fait la commune, la région, le département, l'intercommunalité. Tandis que là, on a l'impression d'une sorte de mélange, de méli-mélo. Vous parlez de dilution des pouvoirs et de confusion des pouvoirs. On est dans cette réalité. Je suis pour la séparation des pouvoirs et je regrette qu'on soit arrivé à une dilution, à une confusion des pouvoirs. Et le brave secrétaire général, il est aux prises avec ça. Et je raconte un certain nombre de réunions qui ont lieu sur beaucoup de sujets. Ça va de l'urbanisme commercial et l'histoire des grandes surfaces. J'ai écrit des rapports sur la ville pour montrer à quel point on avait saccagé nos entrées de ville, alors qu'on est très fiers des centres-villes qui sont rénovés. Et je parle de tout ça. Et voyez-vous, ce livre, il compte 10 personnages. Bon, dans tous les personnages, il y a un peu de moi. Je me suis dit, après 42 ans de vie élective, que ce soit au niveau local ou au niveau national, qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu faire mes mémoires. Enfin, je pense que je n'ai pas encore tout à fait l'âge. Et je me suis dit, je vais faire un roman. Et ce roman, il est intéressant. Il est paru chez Odile Jacob. Ce roman, quand on commence à le lire, on ne sait pas comment ça finit. Pourquoi il faut le lire? C'est un peu comme la vie politique. Voilà. Jean-Pierre Sueur, quelle solution pourrait-on imaginer à cette inflation de bureaucratie qui coûte évidemment très cher? Eh bien, tout le monde dit il faut simplifier. Eh bien, faisons-le. C'est simple. On dit toujours cela. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a une cinquantaine d'autorités, de hautes autorités. Bon, est-ce qu'il en faut 50? Il y a
énormément de complications. Je vais prendre un exemple très simple. Un jour, quand j'étais un jeune député, une femme vient me voir parce qu'elle était victime du Distilbène. C'est un médicament qui a été prescrit à des femmes qui étaient enceintes et ça a eu des effets négatifs. Bon. Aux États-Unis, c'était interdit depuis 4 ans. Ça continue en France. Je me bats et je réussis à faire passer un amendement pour que ces femmes, elles aient une grossesse aménagée. Eh bien, il a fallu 4 ans, 6 mois, je ne sais plus combien de jours, pour que les 2 décrets concernant cet article de loi soit publié. C'est inacceptable. Je le dis dans le livre. Tout gouvernement dispose de la possibilité de ne pas s'appliquer la loi. Il suffit tout simplement de ne pas publier les décrets. Exactement. Et ça, vous voudriez que ça change. On pourrait obliger, oui, bien sûr, à la publication des décrets. C'est profondément anormal, cette lenteur. Il faut une administration qui soit plus nerveuse, plus efficace. Et je ne mets pas en cause les fonctionnaires, j'en connais beaucoup, qui font très bien leur travail. Mais je crois qu'il faut réfléchir à ce qu'on pourrait vraiment simplifier dans notre dispositif. Et il y a plein de pistes dans le livre. Et justement, ça permet, à travers cette journée singulière, peut-être de s'initier à des réalités politiques qu'on aurait du mal à aborder autrement qu'à travers la vie d'un homme, justement. Je raconte finalement les choses, la vie administrative et politique sur le terrain. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur. Merci à vous de m'avoir invité, Louis Dauphren. Autopsie politique, une journée singulière chez Odile Jacob. Et je rappelle que là aussi, c'est une particularité avec François Bayrou. Vous êtes agrégé de lettres modernes. Lui, c'est lettres classiques. Mais bon, après tout, il y a assez peu d'agrégés de lettres dans la politique. Bayrou, il a fait son diplôme d'études supérieures sur la Jeanne d'Arc de Péguy. Merveilleux. Eh bien, voilà, on conclut sur Orléans. Merci beaucoup.